Il a dit « On est les imbéciles du village planétaire ». C'est ce qu'il a dit. J'ai commencé mes études d'économie, il n'y avait pas de politique industrielle. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de politique industrielle. Personne ne sait dans quel secteur il faut investir. Et ben, on en arrive à dire, bon, écoutez, on a perdu l'électroménager. Mais on n'a pas perdu que ça. On a perdu Arcelor, Péchinet, Alstom, Alcatel, Essilor, Technip, Michelin, Tesser. Ça en fait quand même beaucoup. Et la liste est longue. Je veux dire, on a un cimetière de marques françaises que nous avons perdues, qui étaient souvent des leaders mondiaux. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Toutes les semaines, on entend tout et son contraire sur l'économie et pas que. Alors on est là avec Thomas pour détricoter tout ça. Depuis plus de 8 ans, le média tient debout. 8 années à défendre une information libre, indépendante, engagée, exigeante dans un paysage audiovisuel français de plus en plus aux mains des milliardaires. Cette année encore, le Père Noël, c'est vous. Alors soutenez le média, le combat continue grâce à vous. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, l'État échoue une nouvelle fois dans le sauvetage d'un fleuron français. Encore des centaines de familles sur le carreau. C'est parti. Nouvelle cata industrielle en France, le groupe centenaire d'électroménager Brandt, fleuron industriel français, a été placé en liquidation judiciaire la semaine dernière. 700 emplois supprimés. Les usines de Vendôme et Orléans vont fermer. L'offre de reprise en scope de Brandt a été rejetée par le tribunal la semaine dernière, malgré le travail des salariés, le soutien de l'État et des collectivités. Les salariés sont sous le choc. Brandt, propriété depuis 2014 du groupe algérien Cevital, réalise 260 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et lié à la crise de l'immobilier, Brandt a enregistré l'an dernier un nouveau recul de vente, moins 3,9%, après déjà avoir baissé en 2023. Qu'est-ce qui s'est passé pour Brandt là ? Alors en fait, Brandt fait de l'électroménager. Et il fait du gros électroménager, c'est-à-dire qu'il fait des plaques, des fours, des réfrigérateurs, des lave-vaisselle. Et en fait, ce type de marché, ce type de bien, vous arrivez très vite à saturation. C'est-à-dire que le renouvellement ne se fait pas tous les ans. Quand vous achetez une machine à laver, c'est une durée de vie, surtout avec Brandt, qui était fabriquée quand même en grosse partie en France. C'était des durées de vie parfois de 10 ans. Donc très vite, vous arrivez à saturation. Les réfrigérateurs, vous avez plus de 95% des gens qui en ont. C'est pareil pour les lave-vaisselle, c'est pareil pour les plaques à induction. Donc, en fait, vous ne pouvez générer de l'achat que quand il y a un changement de logement, c'est-à-dire quand vous allez déménager. Alors, ça représente quand même 6 millions de personnes, parce qu'il y a 6 millions de personnes qui déménagent par an. Donc, il y a un marché. Sauf que, depuis l'inflation et la hausse des taux qui a été mise en place par la BCE pour contrer cette inflation, il y a eu un effondrement de l'achat de biens immobiliers, il y a eu un effondrement de la construction de biens immobiliers parce que ça a renchéri le coût de l'emprunt. Donc le marché de Brandt s'est effondré en fait par un jeu d'effets dominos dû notamment à la chute de l'immobilier. Donc ça n'allait pas hyper bien non plus, parce que c'est comme toutes les industries françaises, elles sont concurrencées par les pays asiatiques, par l'Europe de l'Est. La demande est un peu moins forte que dans les années 70 où tous les ménages s'équipaient. On est d'accord avec ça. Mais ce qui a mis le coup de grâce, c'est la hausse des taux qui a fait du mal au marché immobilier et donc qui a tué un marché de débouchés pour Brandt. Il n'y a pas d'avenir aujourd'hui pour l'électroménager en France ? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. C'est important de se la poser parce que l'électroménager a apporté énormément de choses en termes de temps gagné pour les hommes et les femmes, et plus particulièrement les femmes qui faisaient les tâches du foyer plus que les hommes. Quand vous regardez, par exemple, pour laver à la main 17 kilos de vêtements, ce qui était le cas chez une grosse partie des gens au début des 30 Glorieuses, et ben aujourd'hui, quand vous faites ça avec une machine à laver, vous gagnez 6 fois plus de temps. Donc, et puis tout le monde a besoin d'une machine à laver, tout le monde a besoin d'une plaque, tout le monde a besoin d'un réfrigérateur chez lui. Donc le marché est quelque part là et l'utilité du produit est démontrée. Après, c'est une question qui doit être tranchée stratégiquement. Mais si nous jugeons que nous avons besoin de ça, je pense que moi, c'est très utile parce que tout le monde en a. Et bien dans ce cas-là, il faut faire en sorte de protéger cette marque de la concurrence extérieure. Parce que ce qui s'est passé là, c'est que des grands distributeurs ont été produire ça en Chine et les ont vendus beaucoup moins cher que ce qui était produit en France, principalement les plaques et les fours qui étaient produits en France. Vous avez aussi des marques purement asiatiques ou turques qui sont venues se déverser sur les marchés européens. Donc on a eu une concurrence très forte, y compris par des acteurs français et des acteurs étrangers, qui a fait que la demande a été tuée. Il y a eu une concurrence et la demande de Brent a été concurrencée par d'autres. Elle a eu moins de demandes. Donc oui, l'électroménager a un avenir, mais s'il a un avenir, il va falloir quand même se dire comment on assure cet avenir aux entreprises quand elles jugent qu'elles en ont un. En plus, tu l'as dit, Brandt, ils font des très bons produits qui durent longtemps dans le temps, donc il n'y a pas de renouvellement. On pourrait dire, en plus, c'est cool, ça veut dire que c'est écolo, qu'on garde son produit longtemps, et en fait, ils payent ça.
C'est exactement ça. En fait, si Brent commençait à mettre une mort programmée au bout de 3-4 ans, bon, il s'en sortirait peut-être mieux. Le problème, c'est que si vous fabriquez en France, derrière le prix, vous avez le coût de fabrication. Dans le coût de fabrication, vous avez quoi? Vous avez le salaire, vous avez les normes environnementales et vous avez la subvention au nom de l'État. Il y a des pays où vous allez en Hongrie, le SMIC, il est à 600 euros. Donc ceux qui vous disent le coût du travail, ils veulent quoi, qu'on ait le même SMIC qu'en Hongrie? Je pense il faut le dire aux Français dans ce cas-là, disons-le aux Français, où ils vont avoir le salaire moyen chinois. Et ils ont les normes et les réglementations environnementales des marchés émergents. Et ces marchés-là sont parfois subventionnés par l'État, aidés en plus par l'État. Donc lui, il n'était pas aidé par l'État, il avait un coût du travail français, il avait des normes environnementales et des normes de production françaises. Donc les produits étaient effectivement plus chers, mais aussi de meilleure qualité. Voilà. Et comme ils duraient longtemps, il y avait moins de renouvellement. Voilà. Donc en fait, c'était un avantage qui est devenu un inconvénient, et ce qui n'est pas normal, parce que même pour l'écologie, il faut qu'un produit dure plus longtemps, il faut même donner une seconde vie au produit, c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Avec le reconditionné. Exactement, donc si on fait ça, ça aurait pu être un avenir pour Brent aussi, mais dans ce cas-là, si on leur demande de faire ça, ça coûte très cher le reconditionner, ça coûte très cher de fabriquer des biens de bonne produits, il faut les protéger. On ne peut plus jouer sur un marché mondial. Et améliorer le pouvoir d'achat des Français pour qu'ils puissent consommer leurs propres produits. Exactement. Or, c'est l'inverse qui a été fait ces dernières années. On est parti du principe qu'on pouvait limiter les salaires parce qu'il y avait des biens qui venaient de l'étranger qui étaient moins chers. Les ministres de l'économie et de l'industrie, Roland Lescure et Sébastien Martin, ont mis en avant le soutien de l'État qui n'a visiblement pas suffi. Cette boîte, elle aurait dû tourner, elle doit continuer d'exister, cette boîte. Merde, c'est la France ici, quoi. Vous avez l'impression que c'est un gâchis? Mais c'est plus qu'un gâchis. C'est une pétaudière. Et c'est un système qui ne fonctionne plus, qui est vérolé. Je crois qu'on s'est tous battus extrêmement fortement. Et moi, je veux saluer l'engagement et des salariés et du président de la région, François Bonneau, et du maire d'Orléans, Serge Grouard, pour que seulement en 10 jours, on arrive à remonter un projet, à aller chercher 30 millions d'euros. Même la région Île-de-France, Valérie Pécresse s'est mobilisée aussi. Maintenant, il faut regarder les choses en face telles qu'elles sont. On a recréé des emplois industriels dans ce pays. On a tendance à l'oublier parce qu'en ce moment, c'est difficile. On va en parler, mais sur le cas de Brandt, est-ce que la boîte était sauvable pour vous? Et est-ce qu'elle l'est encore aujourd'hui? Si elle n'était pas sauvable, je ne me serais pas battu comme on s'est battu en y allant au dernier moment à Orléans, en me rendant sur place, en rencontrant tout le monde, en essayant de convaincre les banques. Oui, elle était sauvable. Thomas, les conseillers à Bercy ont ajouté aux journalistes que pour l'électroménager, c'était vraiment fini, mais qu'il fallait, je cite, capitaliser sur la dynamique pour créer un rebond et monter un nouveau projet. Le ministre va réunir les acteurs pour essayer de trouver un projet, mais sur le temps long. Qu'est-ce que tu penses là de l'action de l'État, Thomas ? Effectivement, ils ont quand même, l'État et les collectivités locales, c'est-à-dire le ministre et le maire, avaient réussi à mettre 20-25 millions d'euros sur la table, mais ils sont dans un cadre où ils ne peuvent pas gagner. Et c'est ça qu'il faudrait qu'ils comprennent. Alors le maire l'a très bien compris, parce que dans son coup de gueule, il a même été plus loin. Il a dit « on est les imbéciles du village planétaire ». C'est ce qu'il a dit. Et vous savez, Emmanuel Macron, en 2021, quand il était revenu voir les salariés de Whirlpool, à qui il avait promis beaucoup de choses en 2017, il leur a dit, j'ai la phrase là, « on s'est fait prendre pour des imbéciles. La volonté ne suffit pas ». Donc ça fait 2 fois que le mot imbécile revient. Mais oui, parce que dans ces règles-là, on ne peut être que perdant. Et là, c'est l'exemple concret. Alors, une fois qu'on a perdu, comme il est très difficile de remettre en cause les règles, qui sont encore une fois la mondialisation, la concurrence déloyale, la compétitivité comme seule orientation, on en arrive à dire, bon, écoutez, on a perdu l'électroménager, mais on n'a pas perdu que ça, hein. Je vais vous faire la liste. On a perdu Arcelor, Péchinet, Alstom, Alcatel, Essilor, Technip, Michelin, Tesser. Ça en fait quand même beaucoup. Et la liste est longue. Je veux dire, on a un cimetière de marques françaises que nous avons perdues, qui étaient souvent des leaders mondiaux. Donc là, il faut se réveiller. Donc chaque fois qu'on en perd un, on dit oui, mais on va se concentrer ailleurs. Vous en faites pas. C'est la destruction créatrice. On a perdu ça, l'électroménager, c'est fini en France. Mais on va aller sur quelque chose d'autre. Alors chaque fois, on perd. La réalité, c'est que la première des choses. Et ça a commencé à changer dans la tête des gens, et on l'a dit souvent ici, mais on ne voit rien dans les applications, c'est qu'il faut se protéger. La première des choses, c'est ça. Et une fois qu'on s'est protégé, il faut bien sûr avoir un plan industriel, c'est-à-dire quelle stratégie on a pour telle entreprise, etc. Donc ça, c'est les deux choses. Et là, on constate la colère des gens,
Mais ils ont raison, parce que le maire, il a raison, c'est 750 personnes qui vont être licenciées. Personne, quand vous rajoutez les familles, vous multipliez par 3. Ça concerne 3, 4 parfois. Donc là, on est sur du quasiment 3000 personnes de concernées directement. Si vous prenez les indirects, les PME qui travaillent, le restaurant d'à côté ou les PME qui vont travailler avec Brandt, vous pouvez multiplier encore par 3. Donc ça touche en réalité des dizaines de millions de personnes. Et quand vous prenez l'ensemble des sites français, on est pratiquement à plus de 165 sites qui sont dans une situation difficile. C'est un problème, on voit bien que c'est un problème qui n'est pas propre à l'électroménager. C'est un problème global. Là, on parle de Brent, mais c'est un problème global de désindustrialisation au niveau français. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. En fait, on voit qu'ils se sont, entre guillemets, battus ou en tout cas proposé une solution pour le cas concret de Brent, mais on dirait qu'ils ont essayé de mettre une rustine sur un problème de fond, un problème où en plus ils sont pas du tout irresponsables, parce que tu dis oui mais dans ce cadre-là on finit toujours par perdre, mais qui veut ce cadre-là, qui impose ce cadre-là, pouvoir en place, ce ministre-là néolibéral macroniste, il est pour un modèle libéral, il est pour un modèle mondialisé, donc il peut pas après pleurer des conséquences de son propre modèle. Mais bien sûr, en fait ce qu'ils veulent eux c'est essayer de gagner dans un modèle où ils sont assurément perdants, et nous savons depuis très longtemps, perdants y compris dans l'Europe, encore une fois avec les pays de l'Est, il suffit de regarder les SMIC de la Roumanie, les SMIC de la Bulgarie, les SMIC de la Hongrie, vous voyez bien qu'on est perdant. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des marques étrangères, quand elles pénètrent le marché européen, elles s'installent souvent leurs usines en Europe de l'Est et leur siège social pour payer leur fiscalité dans un des paradis fiscaux, l'Irlande, etc. Donc on voit bien qu'on est perdant. Ils le savent, tout le monde le sait, tout le monde l'a dit, nous avons été trop naïfs, etc., etc. Mais la réalité, c'est qu'après, rien ne change. Donc, on va mettre un peu d'argent public, on va essayer de convaincre un repreneur, et puis 2 ans après, ça repart. On l'a vu avec ArcelorMittal dans une émission. Et ce qui est dramatique, c'est que quand vous regardez Brent a quasiment un siècle. Tout allait bien, grosso modo, jusque dans les années 2000. C'est à partir de 2000 que les problèmes sont arrivés. À partir de 2000, c'est quoi ? C'est les premiers effets de la mondialisation qui a commencé dans les années 90. C'est là qu'il y a eu des repreneurs, c'est là qu'il y a eu des problèmes de compétitivité avec des pays voisins. Il faut sortir de ce cadre-là. Et je veux dire, aujourd'hui, ce qui est dingue, c'est que les derniers dirigeants qui y croient dur comme fer, c'est les dirigeants européens. Les États-Unis n'y croient plus, la Chine n'y a jamais cru. Vous voyez ? Et nous, le 3e pôle de puissance au niveau mondial, nous sommes les derniers à y croire. Et on se fait laminer, on a des preuves tous les jours. Tu l'as dit, il y a plus de 160 sites industriels menacés de fermeture en France actuellement. On se demande ce qui se passe. Tu l'as dit, c'est pas le problème d'un cas isolé ou de l'électroménager qui fonctionne plus. On est sur un vrai problème industriel en France, on n'arrête pas de le dire. Est-ce qu'on va en perdre d'autres, des fleurons français ? Ah ben on va en perdre Parce plein. qu'on en a encore, on a quand même une richesse, mais est-ce qu'on va en perdre d'autres ? Moi je pense que là, tu l'as dit, exactement, 165 sites. On a souvent dit ici qu'il y avait 3-4 sites en fait en réalité qui fermaient par mois depuis 2008. Là, moi j'entends bien, il y a ce mythe qui dit que oui, nous avons réussi à réindustrialiser le pays. Ça a été vraiment mais très très bref. Alors quand ils parlent de réindustrialisation, ils disent qu'il y a eu plus d'ouverture d'usines que de fermeture. Mais ça a été très 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 bref. Là, le bilan il va sortir. Là, ça s'est réinversé. Ça a été très bref. Et puis il faudrait voir comment ils ont fait leurs calculs, parce que il y a des fois où on ne prend pas en compte, par exemple, des usines qui auraient dû ouvrir en France et qui ont ouvert finalement à l'étranger, parfois par des marques françaises, parce que le 440, c'est un spécialiste de ça, de délocaliser. Donc là, on voit le bilan, et il y a beaucoup d'économistes, même qui ont soutenu Macron, qui ont écrit des tribunes en disant que la baisse des cotisations, la baisse de la fiscalité n'avait pas eu l'effet escompté en termes de réindustrialisation. Parce que, en fait, c'est quand vous restez dans le cadre de la mondialisation, qu'est-ce que vous pouvez faire pour être plus compétitif ? Vous faites ce que Macron a fait. Vous transformez le CICE en baisse de charges, donc il y a moins de charges pour les entreprises. Vous baissez les impôts des sociétés, des entreprises. Vous baissez les impôts de production. Vous offrez un cadre aux entreprises pour qu'elles puissent licencier plus rapidement en cas de problème. Vous faites des lois travail. Donc on a fait vraiment un cadre pour permettre l'attractivité, que les gens viennent chez nous, sans politique industrielle. On s'est dit, on va les laisser faire, mais avec ce cadre, ils vont revenir. Force est de constater que là, ça n'a pas suffi et ça n'a pas fonctionné. Donc, ce n'est pas qu'une question de fiscalité, de compétitivité, c'est une question aussi de se protéger et d'avoir une politique industrielle qu'il faudrait un jour définir. Moi, je suis né en 77, j'ai commencé mes études d'économie, il n'y avait pas de politique industrielle. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de politique industrielle. Personne ne sait dans quel secteur il faut investir. Personne ne sait quelle formation il faut faire pour intégrer les secteurs dits stratégiques. Personne ne sait quel type de produit nous voulons, quel type de production nous voulons. Tout ça n'a pas été défini sur le papier. Donc, c'est un petit peu, on vous baisse les taxes et faites comme vous voulez. Parfois, on baisse les taxes, on aide les entreprises et elles font ce qu'elles veulent, elles, et ce n'est pas l'intérêt national. Est-ce qu'on peut encore produire de manière rentable en France ?
Moi, je pense que, bien sûr, alors en fait, ça dépend de ce qu'on appelle la rentabilité. C'est une très bonne question. C'est-à-dire, tant que vous allez vous mettre en concurrence avec des endroits où les normes le droit du travail n'est pas le même, où le coût du travail n'est pas le même, où les normes environnementales sont inexistantes et où l'État aide ces entreprises, on ne sera jamais rentable par rapport à. Mais la rentabilité, on peut l'avoir en France. Il faudrait tout simplement, encore une fois, protéger ces entreprises-là pour qu'elles n'aient pas des concurrences déloyales sur le marché. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, veiller aussi à ce que ces entreprises-là n'aient pas un pouvoir de monopole, c'est-à-dire qu'il n'est pas avec le régulateur, le bis-bis, où là, tu vends les choses plus chères aux Français pour t'en mettre parce que tu es protégé. Donc, il faut aussi que l'État s'assure d'un prix, quoi. Regarde les prix de plus près, régule des prix comme ça a été fait pendant très longtemps en France, sur l'énergie, etc. Et à partir de ce moment-là, oui, bien sûr qu'on peut être rentable. Je veux dire, la rentabilité, ça dépend encore une fois de son voisin, quoi. C'est comme le travail. Vous travaillez 10 heures par jour, 6 heures par jour, c'est bien. Si votre voisin travaille 24 heures par jour et qui fait travailler des enfants dans des conditions horribles, ben là, vous avez l'impression de moins travailler, mais c'est pas quelque chose de souhaitable. Donc oui, on peut être rentable encore en France, et il faut le dire, il faut juste que nos entreprises ne soient pas exposées à la concurrence internationale, et aussi, rappelons-le, que les patrons jouent leur jeu. Parce que dans toutes les entreprises que j'ai citées là, qui avaient été d'ailleurs citées par Montebourg dans une commission sur la souveraineté française, il avait dit en fait, c'est lui-même qui l'avait dit, je le cite, il avait dit, vous savez combien ça a coûté ces entreprises qui ont été vendues, le prix de la trahison pour les patrons, ça a coûté combien? Entre 10 et 15 millions. C'est le prix de la trahison des dirigeants. C'est ce qu'ils ont touché quand ils ont vendu ces entreprises, etc. Et c'est Montebourg qui le disait. Donc il ne faut pas obliger, effectivement, que derrière, il y a eu aussi, dans certains cas, un patronat qui s'est enrichi en trahissant, quelque part, la France. Oui, de toute façon, toutes les études le montrent, on l'a bien vu, que les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent en France, et que tu dis, la solution, c'est que, tu as montré plusieurs solutions pour que les entreprises françaises puissent produire en France de manière rentable. Et aussi, encore une fois, si les Français avaient un bon pouvoir d'achat et vivaient bien de leur travail, ils pourraient aussi consommer des produits français et de bonne qualité. En parlant justement de produits français, de protectionnisme, etc., il y a évidemment le Rassemblement national qui essaye de tirer l'épingle du jeu de cet épisode comme d'autres, qui se dit le parti des ouvriers. Le parti d'extrême droite pointe du doigt la concurrence internationale, jusque-là rien de nouveau, et aussi les normes qui seraient beaucoup trop lourde sur les entreprises. Donc voilà, on a du mi-protectionnisme, mi-libéralisme. Bon, en fait, un programme très libéral, on le sait. Mais toi, Thomas, comment tu vois la lecture du Rassemblement national sur les problèmes industriels en France, là ? Alors, moi, je la trouve... Alors, effectivement, ils ont pris, contrairement à la droite et les partis de gouvernement, ce n'est pas le cas des partis de gauche, ils ont pris la question du protectionnisme comme une question importante depuis une dizaine d'années, sous Philippot. Ce qui était une question intéressante, mais qui était prise aussi par Jean-Luc Mélenchon avec le protectionnisme solidaire. Puis leur protectionnisme est motivé par la xénophobie. Et exactement. Ça, faut le dire. Mais après, sur le reste, en fait, il n'y a rien de... Ils refusent les nationalisations parce que là, ça irait trop loin. Peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'ils pourraient faire des entreprises. Et ils basent leurs principes uniquement sur le fait qu'on baisserait le coût de l'énergie. Mais ça, moi, je trouve que... rien n'assure, alors sauf si vous baissez les taxes, mais dans ce cas-là, il faut nous expliquer comment vous refinancez ça, et moi je suis d'accord avec ça. Le RN veut baisser les impôts de production. Voilà, alors, si vous baissez les impôts de production, que vous promettez des baisses d'impôts aux plus riches, que vous baissez les taxes sur l'énergie, il faut m'expliquer là-dedans comment vous allez compenser ça. Alors eux, ils vous expliquent qu'ils vont compenser ça avec la préférence nationale. Je demande à voir. Donc là, je demande. En fait, là-dessus, et puis surtout, ils reproposent d'autres baisses d'impôts. Par exemple, ils proposent des baisses d'impôts sur le revenu sur les moins de 30 ans. Ils proposent des baisses de cotisations sociales, un petit peu comme Macron. Je veux dire, le programme du RN en économie je veux dire, à part le terme protectionniste qui a été mis en avant il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, sur le reste, c'est des baisses d'impôts, c'est des baisses de charges, le désarmement de l'État, il ne faut pas nationaliser, il faut privatiser. Ça ressemble très fortement au pire du libéral que nous avons connu ces dernières années. Puis ils reprennent aussi le discours patronal qui dit il y a trop de normes, c'est pour ça que nos entreprises s'en sortent pas. Oui, c'est ça, ouais, bien sûr. Les normes sociales, les normes écologiques, exactement, administratives. Tout en ne voulant plus sortir du cadre européen, donc tout en laissant la concurrence jouer entre pays qui sont des pays parfois qui peuvent dire alliés, comme pourrait l'être par exemple la Hongrie ou d'autres. Donc non, il n'y a pas de... Moi, sur le programme, c'est très libéral. Moi, je vois pas de... Et puis après, il faudrait qu'ils m'expliquent quelle est la politique industrielle qu'ils appellent de leur vœu.
Là, c'est important de nous dire ça. Quelle est la politique industrielle? Voilà. Est-ce que c'est le Made in France? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il prévoit? Comment publier? Enfin, c'est important. Or là, pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est surtout un cadre fiscal encore plus avantageux qui profiterait aux jeunes entrepreneurs et aux entreprises qui fonctionnent plutôt bien. Et là, c'est ajouter les baisses d'impôts promises par Jordan Bardella. Mais sur la politique industrielle, à mon avis, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. On ira leur demander, mais bon, la dernière fois que j'ai demandé leur programme économique, ça leur a pas trop plu. Je me rappelle de Monsieur Jacobelli qui s'était un petit peu énervé sur moi parce que j'ai osé demander leur programme éco. On essaiera quand même, hein, vous nous connaissez, on lâche pas ici. Oui, je pense que je pense effectivement que le programme éco, il faut pas essayer de rentrer en profondeur avec eux parce qu'ils ont peur justement de trébucher sur pas mal de choses. Donc ils préfèrent rester sur des formats très courts souvent. Mais on analysera ça de plus près dans un prochain épisode. Depuis plus de 8 ans, vous le savez, le média tient debout, 8 années à défendre une information libre, indépendante, engagée et exigeante dans un paysage audiovisuel français de plus en plus aux mains des milliardaires. Cette année encore, le Père Noël, c'est vous, alors soutenez le média, le combat continue grâce à vous. Merci beaucoup. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.